Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. L'école à nouveau touchée en plein cœur vendredi dernier. Hier, une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires. Mais comment parler de cette actualité très lourde aux élèves? C'est la question du jour. La France est une grande consommatrice de jeux de société, mais sont-ils faits pour tout le monde? Eh bien, Asmodee a lancé sa gamme pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. On en parle dans quelques instants. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous parlera de ces applications qui initient les enfants aux jeux d'argent. Guillaume, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal, Guillaume, avec cette nouvelle attaque terroriste qui a eu lieu hier en Belgique, à Bruxelles. Le terroriste a ouvert le feu sur des passants, faisant 2 morts. Oui, les faits se sont produits hier aux alentours de 19h. Un terroriste en scooter a d'abord ouvert le feu sur un chauffeur de taxi avant de poursuivre 2 hommes de 70 et 60 ans de nationalité suédoise. En fait, il les suivait depuis quelques minutes dans leur taxi. Il avait vu qu'ils étaient supporters de la Suède qui jouait hier contre la Belgique, et donc ils ont tenté, ces 2 hommes, de se réfugier dans un immeuble, mais le terroriste les a poursuivis et tués à bout portant. Il a ensuite pris la fuite, se semant la terreur, obligeant même au confinement d'un stade avec près de 30 000 personnes dans la crainte qu'il n'arrive pour poursuivre son entreprise terroriste. Il a finalement été retrouvé ce matin près de son domicile. Il a été arrêté par la police et dans l'arrestation, il a reçu un coup mortel au niveau du thorax. Il est donc décédé suite à ses blessures. Que sait-on de l'assaillant, Guillaume? Abdesalem Laswed, c'est son identité. Il avait 45 ans. Sur son profil Facebook, que les équipes de Libération Check News ont pu consulter, il a publié des messages de revendication où il se dit inspiré par l'État islamique, dans une vidéo notamment. D'autres informations sont sorties durant l'après-midi. C'était un demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été refusée par la Belgique. Il était connu pour trafic d'êtres humains, séjour illégal sur le territoire et atteinte à la sûreté. Ça n'est pas la première fois que son nom ressort dans les fichiers de police. En juillet 2016 déjà, il était dans un centre pour réfugiés et il avait été signalé par l'un de ses colocataires qui signalait une alerte pour radicalisation. Depuis, à de nombreuses reprises, il a donc fait l'objet d'enquêtes, toujours classées sans suite par les services de police pour des faits de radicalisation. D'après les premiers éléments de cette enquête, il visait spécifiquement des Suédois. Et il faut savoir que les Suédois, comme les Français, sont devenus des cibles prioritaires des organisations islamistes. Depuis, en fait, que cet été, il y a eu plusieurs profanations du Coran en Suède qui ont été relayées par les médias. En Suède, toujours, le niveau d'alerte terroriste est critique depuis plusieurs semaines. La Belgique, elle, est passée au niveau 4. Dernière information, une conférence de presse du Premier ministre suédois dans laquelle il a indiqué qu'il ne veut pas que les Suédois aient besoin de cacher qu'ils sont Suédois. Une dernière information, Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient censés aller en visite le 24 et 25 octobre prochain en Suède. La visite d'État est repoussée. Malgré la menace terroriste accrue, les écoles francophones étaient ouvertes ce matin à Bruxelles, en Belgique. Oui, c'est la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, qui l'a annoncé hier dans une circulaire publiée dans la nuit. Lors d'un échange au cours de la nuit, le Premier ministre m'a indiqué que selon l'analyse de l'OCAM, l'organisme qui contrôle la menace terroriste, il n'existe pour l'instant aucune menace spécifique sur les écoles qui justifierait leur fermeture. Par conséquent, les écoles resteront ouvertes ce mardi 17 octobre. Autre décision, cette fois tout le contraire, du côté des écoles, des institutions européennes et des écoles d'éducation communautaire flamandes. La fermeture, elles étaient fermées aujourd'hui. Retour en France désormais dans les Yvelines où un collégien parmi d'autres malheureusement a refusé hier de participer à la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, l'enseignant donc tué vendredi dans une attaque terroriste. Le collégien qui revendique être pour Ben Laden. Oui, c'est un événement qui fait froid dans le dos. Il est survenu hier au collège Jean-François Champollion de Voisin, le Bretonneux. Il est décrit, ce jeune homme de 13 ans, par l'équipe pédagogique comme provocateur. Il s'est fait remarquer il y a quelques mois en expliquant
dans un exercice qu'il rendait, que ses centres d'intérêt, c'était d'être pro-Palestine, pro-Arabie Saoudite et pro-Ben Laden. Hier, il a donc refusé la minute de silence. Pas de signe de radicalisation selon des sources proches du dossier, mais de la provocation mal placée. Une provocation qui n'est pas pour plaire à la mère de Voisin le Bretonneux, qui explique que c'est bien le signe que notre société est gangrénée par un islamisme radical qui ne se cache même plus. Je suis de tout cœur avec les enseignants et la direction du collège. À noter que Gabriel Attal a annoncé dans l'après-midi qu'au total 179 perturbations ont eu lieu lors de cette minute de silence dans les établissements scolaires français. Terminons avec cette nouvelle alerte à la bombe à Montpellier, au lycée Jean Monnet. Oui, c'est la seconde alerte à la bombe dans ce lycée en moins de 48 heures, situé dans le quartier de la Paillade. Le lycée a été évacué dans la matinée. Tous les élèves et les personnels ont été mis en sécurité. Les forces de l'ordre sont présentes sur le site pour établir un périmètre de sécurité. Les démineurs ont été déclenchés pour une levée de doute. Voilà ce que l'on dit du côté du rectorat. Des alertes à la bombe qui se multiplient depuis quelques semaines, plus d'une centaine. Et eh bien, l'intensification se fait depuis la semaine dernière et donc cette attaque au couteau à Arras. Merci beaucoup Guillaume. Un état de tension donc palpable et permanent. Une minute de silence a été observée dans les établissements de France hier après l'attentat terroriste qui a coûté la vie à un professeur et fait 3 blessés à Arras. Un acte terroriste qui intervient dans le contexte particulièrement complexe du conflit entre le Hamas et Israël. Tout ça pèse bien sûr sur l'atmosphère et a fortiori sur nos élèves et sur nos professeurs ainsi que sur les parents. Alors comment leur parler de l'actualité à ces enfants? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Cécile Blanchard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef des cahiers pédagogiques. On a également par téléphone Jackie Delannoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de Famille de France avec Guillaume Ouattara. On est ravis de vous accueillir toutes les deux. On parle évidemment de cette atmosphère très difficile aujourd'hui. Elle est palpable partout, chez tout le monde. Évidemment, sur School TV, on se pose la question de la difficulté pour les élèves, pour les professeurs et évidemment aussi pour les parents, car on le sait, c'est un triangle, c'est tripartite, de savoir comment on parle de l'actualité, comment on fait justement pour aborder tous ces sujets. Déjà, j'aimerais vous poser une question simple, c'est comment s'est passé le retour à l'école ce lundi, Cécile Blanchard? Écoutez, d'après les informations que j'ai eues, moi je n'enseigne pas, je suis rédactrice en chef de la revue à plein temps, mais d'après les retours que j'ai eus au sein de l'association ou à titre personnel, j'ai pas eu connaissance d'incidents. Après, il y a eu des modalités extrêmement variées selon les classes. Donc, Jackie Delannoy, de votre côté, est-ce que vous avez eu des retours sur cette rentrée scolaire? Alors moi, oui, j'ai eu des retours de rentrée scolaire de mamans des enfants de l'école primaire. Donc moi, j'ai beaucoup de mamans qui ont eu peur et qui n'ont pas envoyé leurs enfants. Là, j'ai interrogé quelques familles et aujourd'hui, elles n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école encore. D'accord. Donc il y a une vraie peur qui est palpable partout. On le voit effectivement pour toutes les familles françaises et évidemment on le comprend, mais l'école est là. L'école est un droit, l'école est un devoir aussi. Il faut y aller et c'est important de maintenir l'éducation. On a eu cette rentrée qui a été prévue à 10h du matin dans beaucoup d'écoles pour laisser le temps justement à l'établissement et aux professeurs de pouvoir discuter de cette situation. Cécile Blanchard, c'était indispensable selon vous? Je pense que c'était important, d'une part parce qu'effectivement, il fallait préparer ce temps-là, qu'il y avait eu juste un week-end avant et que c'était important aussi que les équipes puissent s'en saisir ensemble. Donc c'était bien dans le second degré, c'était dans les collèges et les lycées. Dans le premier degré, les élèves ont été accueillis dès l'heure habituelle et c'est à l'heure du déjeuner que les équipes ont pu se coordonner, discuter, échanger. Parler elles-mêmes de leurs émotions, enfin les enseignants aussi, les adultes aussi ont des émotions par rapport à tout ça. Donc oui, je pense que c'était important, puis c'était important aussi parce que ce temps-là n'avait pas été prévu il y a 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty et on avait bien senti que les enseignants avaient été très, je crois que j'oserais employer le terme de meurtris par le fait que ça leur avait pas été accordé.
Oui, bien sûr, allez-y Guillaume. Avec effectivement, et ce qui ressortait dans les propos de Jackie Delannoy, c'est-à-dire ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et ce dont elle témoigne, c'est que d'un côté, on a eu des parents d'élèves qui avaient peur d'envoyer leurs enfants et qui expliquaient, notamment pour le premier degré, mais parfois même au collège, pour les plus jeunes, qui disaient, nous on essaye de les préserver de tout ça, de les faire évoluer dans une bulle, de pas leur montrer les journaux et d'être à l'école, qui est un sanctuaire, qui est censé être un lieu où ils sont protégés, et de leur dire parfois dès un âge, parce qu'on sait que même des collégiens, ça peut être difficile sur le plan psychologique, et de leur dire comme ça, en fait, il y a eu un assassinat dans ce lieu qui est votre sanctuaire, ça pouvait être perturbant, et c'est ressorti ça du côté des familles. Et puis il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, les saisines qui ont été faites, puisque ce moment, c'était aussi le moment de détecter. Alors c'est évidemment pas le but, mais Gabriel Attal avait prévenu, il y aura une tolérance zéro, 179 perturbations de la minute de silence, et dans les questions au gouvernement dans l'après-midi, Gabriel Attal a été très ferme. Le pas de vague, c'est fini. 179 perturbations, c'est 179 saisines au procureur et 179 sanctions pédagogiques. Si vous voulez bien, on va y revenir dans quelques instants, cette minute de silence, parce que j'aimerais qu'on parle chronologiquement de cette journée de lundi. Déjà, cette rentrée, effectivement, des classes à 10h du matin pour, effectivement, le collège et les lycées, 8h30 pour les enfants de maternelle, enfin du primaire. C'est juste une question très simple, en fait. Les professeurs, comme vous le dites, ont des émotions, évidemment, sont des êtres humains, mais c'est une question de formation aussi. C'est-à-dire que comment fait-on, quand on est aussi chef d'établissement, pour se saisir d'une situation pareille? Est-ce qu'on a les mots? Est-ce qu'on est aidé par le ministère qui, en fait, aide le chef d'établissement et les professeurs à pouvoir tout d'un coup être opérationnels, si je peux employer ce mot-là, 2 heures après? Alors, déjà nous, les cahiers pédagogiques, on a essayé à notre mesure de proposer des ressources pour accompagner, outiller les enseignants, les chefs d'établissement. Le ministère a publié à une page sur son site Eduscol. Malheureusement, c'est pas la première fois que les équipes éducatives sont confrontées à un problème de ce genre. Donc quelques-uns, malheureusement, ont aussi un peu d'expérience à partager. Et puis, il y a d'autres moments que les attentats où il est possible d'essayer d'accompagner les élèves, de poser leurs paroles. Mais effectivement, il y a un problème de formation et de ressources pour savoir comment faire face. Et puis, encore une fois, j'en parlais, il y a le problème de l'émotion. Beaucoup ne savent pas quoi faire avec leur propre émotion. Mais c'est ça, c'est-à-dire que pendant 2 heures, en fait, on se retrouve avant la rentrée scolaire, la rentrée de la semaine des élèves qui arrivent à 10h, qui eux-mêmes sont évidemment bourrés d'incertitudes, de questionnements, de situations effectivement qui leur échappent. Donc pour ces profs, c'est extrêmement difficile. Jackie Delannoy, est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela, ces 2 heures qui ont été utiles ou pas finalement pour ces professeurs? Mais les 2 heures ont été utiles puisque ça a permis de rassurer les parents parce qu'en fait le gros problème c'est que les parents masquent leurs émotions et ont du mal à parler, ce qui inquiète plus les enfants quand les parents perdent pied et qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots pour leur expliquer quoi en fait parce qu'ils ont peur de dramatiser ou ils ont peur voilà, les parents ne trouvent pas les mots pour rassurer les enfants. Donc le problème est souvent là, c'est que les parents ne trouvent pas les bons mots. Au lieu de les rassurer, ils les inquiètent plus parce qu'ils essayent de leur cacher en fait plutôt ce qui s'est passé. Alors que donc, moi je préconise surtout que les parents doivent leur expliquer que tout ce qui se passe, bien sûr, c'est grave, mais qu'ils sont là et qu'ils vont les protéger, qu'ils vont les rassurer. Je crois qu'avant tout, c'est de rassurer leur enfant et de rassurer aussi les parents en disant qu'on va être là et qu'on va être attentif à ce qui va se passer et que leurs enfants peuvent être en sécurité, quoi. Voilà. Mais alors encore un poids supplémentaire pour l'école, encore un poids supplémentaire pour les chefs d'établissement et les professeurs. C'est un rôle qui est très difficile aussi de cela. L'importance et la symbolique de cette minute de silence, venons-en effectivement à ce moment très important qui a été relayé évidemment partout. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler d'où vient cette minute de silence? Est-ce que vous le savez? Jackie Delannoy, Cécile Blanchard, Guillaume Ouattara. Voilà, la minute de silence qui vient en fait de la guerre pour rendre hommage aux soldats. Est-ce que c'est rappelé systématiquement finalement pour ces élèves qui se retrouvent dans une situation où en fait on leur parle en fait d'un état quelque part de guerre? C'est des mots qui sont employés. C'est très compliqué.
Oui, alors c'est pas des mots qui sont employés par les enseignants. Je ne pense Normalement pas, non, probablement, mais qui sont employés partout, dans les médias, dans les familles. C'est sûr, et c'est pour ça qu'effectivement c'est très important, je suis d'accord avec Madame Delannoy, c'est très très important ces temps-là, pour que dans cet espace qu'est l'école, qui est un espace qui n'est pas la famille, mais qui est quand même un espace d'éducation, et c'est bien d'éducation qu'on parle, et d'éducation sur du long terme, parce qu'on est dans un processus, il faut les aider, les rassurer sur leur propre sécurité, les aider à poser des mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit selon leur âge, leur dire qu'il y a un phénomène qui est important aussi avec les chaînes d'infos continues, c'est que les images, ils les voient plusieurs fois. Et qu'à certains âges, mais relativement grands encore, même en début de collège, ils peuvent être un peu confus et ne pas savoir si l'événement s'est produit une fois, si c'est une répétition d'événements, et donc leur dire ça s'est produit une fois. On ne peut pas leur garantir que ça ne se reproduira pas, mais en tout cas les aider à démêler un peu et à faire le tri entre les rumeurs, les fausses informations, etc. Mais d'autant qu'on n'arrive pas à faire le tri déjà dans un temps qui est un peu plus apaisé, donc dans un temps de guerre encore moins, surtout sur un conflit aussi grave que celui-ci. On a entendu pendant cette minute de silence plusieurs fois, et vous le répétiez Guillaume, vous disiez combien le chiffre ? 179 perturbations qui ont eu lieu dans différents établissements scolaires. C'est le chiffre qui a été donné en tout cas par Gabriel Attal tout à l'heure. Voilà, un chiffre qui est quand même très très important, très grave évidemment. Il y avait même eu des fausses menaces envers la communauté éducative par la suite. Comment faire pour, dans ces moments-là, rationaliser, si je puis dire, les élèves? Comment faire pour tout d'un coup tempérer, parce que c'est encore une charge très lourde pour les professeurs? Alors déjà, pour rationaliser, c'est vrai que 179, c'est un chiffre qui est absolument pas négligeable, mais il y a 12 millions d'élèves. Donc voilà, il faut quand même... Le verre à moitié plein. Un peu plus qu'à moitié plein, en l'occurrence, vu les chiffres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de minorer ces cas-là, mais de dire que voilà, dans l'immense majorité des cas, ça s'est bien passé, que les enfants ont accueilli le moment, que les choses se sont bien déroulées. Non, je vous entends, mais la situation est telle que, en fait, on donne encore une fois la responsabilité à un enseignant, effectivement, d'observer cette minute de silence. Oui, mais cette responsabilité... Alors déjà, il y a des endroits où la minute de silence, elle se fait collectivement. Tout le monde descend dans la cour, le directeur de l'école ou le chef d'établissement ou la directrice, la chef d'établissement sont là, etc. Donc, et c'est même... En fait, finalement, un des intérêts de ce temps du matin dans les établissements, c'était la possibilité aussi pour ceux qui ne se sentaient pas à l'aise, pas capables d'affronter ça seul, de dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas cours et qui peut venir avec moi pour ma première heure avec mes élèves ou être là pendant la minute de silence, etc. C'était aussi important de se coordonner sur ce genre de questions. Et après, c'est ce que j'ai esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire on est dans un processus, on est dans du temps long, l'éducation c'est du temps long, et il ne faut pas partir du principe que ce sont des enfants, même au lycée, il ne faut pas partir du principe que ce qu'ils ont dit à ce moment-là, c'est définitif et qu'on ne peut pas les faire revenir dessus. Ça, c'est quand même un élément important. Et puis, le rôle de l'enseignant, il ne faut pas non plus leur demander d'excéder ce qui est leur rôle, c'est-à-dire un rappel de ce que sont les règles, de ce qu'est la loi, de ce que sont les grands principes de l'éducation. Et c'est tout. Il ne faut surtout pas leur demander de convaincre les enfants, les jeunes qui peuvent avoir... J'imagine que dans les 179, il doit y avoir une majorité d'adolescents et peu d'enfants vraiment petits en âge d'être au primaire. Et il ne faut pas rentrer dans un débat avec eux et chercher à les convaincre, polémiquer ou quoi que ce soit. Il y a deux éléments auxquels ça me fait penser, cette minute de silence et le rôle des enseignants. Le premier élément, c'est que sur TikTok, il y a eu un bad buzz, en tout cas une polémique, puisqu'il y a un jeune qui a parlé de cette minute de silence la veille et qui a mis comme message « Faudra pas me regarder pendant la minute de silence, sinon je vais faire que rire ». Et dans les commentaires sur ce TikTok en particulier, que j'ai consulté à ce moment-là, beaucoup de jeunes tourner en dérision. Alors, les psys se demanderaient si c'est pas aussi une manière de désacraliser, de sortir un petit peu de tout ça. Mais beaucoup de jeunes, disaient « Ah, moi non plus, faut pas me regarder, je vais faire que rire comme la dernière fois ». Donc, on se demande parfois si malgré cette minute de silence, il y a une vraie prise de conscience de ces enjeux, ou s'il n'y a pas quelque chose d'un peu mécanique, avec vraiment cette idée, ça va être un moment drôle, faut pas qu'on se regarde. C'était premier point que ça m'évoque. Le deuxième point aussi sur... sur ce point-là. Jackie Delannoy, vous pouvez répondre à Guillaume Ouattara, peut-être? Ouais, enfin, moi, je voudrais dire quand même qu'il ne faut pas négliger, et moi, je laisse la parole souvent à l'enfant ou à l'adolescent, et de lui dire que c'est un sentiment, la peur, et il a le droit d'avoir peur. Que nous aussi on a peur, parce que bien souvent on essaye d'exclure ce mot sur la peur.
Moi, je pense que et puis, son ressenti et lui demander exactement, lui, ce qu'il voit, ce qu'il a vu les images et pour lui, qu'est-ce qu'elles représentent? Parce que je crois qu'il faut le laisser parler, parce que nous, on ne peut pas deviner à sa place et le laisser s'exprimer surtout sur, que c'est tout à fait normal, qu'il a le droit de pleurer, qu'on a le droit d'avoir un chagrin, qu'on a le droit d'être triste, qu'on a le droit d'être joyeux, qu'on a le droit de laisser parler les émotions des jeunes, des enfants. Parce que je crois qu'on intervient toujours, mais prendre leur place, c'est pas les laisser parler et le plus possible. Vous comprenez alors la réaction de cet enfant sur TikTok qui va dire peut-être que je vais avoir un fou rire? Oui. Oui. Il doit en parler aussi avec ses amis? On doit être dans la compréhension, les parents aussi, peut-être discuter avec cet enfant? Tout à fait, je crois que toutes les réactions doivent être exprimées. Ça va être écouté. Parce que tout le monde ne réagit pas pareil, on est des êtres humains, donc on est tous différents et on ressent les choses différemment suivant notre éducation, suivant ce qu'on a vécu. Point, Guillaume. Le deuxième point par rapport à ces 179, c'est vrai que c'est une goutte d'eau effectivement face à la masse d'élèves. Il y a deux choses qui me viennent aussi. La première, c'est les enseignants qui avaient déjà des difficultés avec certaines classes, plus sur le plan comportemental, et se demander comment ils ont géré cette minute de silence quand on a des classes en face de soi qui sont un peu hostiles, comment on fait, comment on accueille, parce qu'on doit aussi tempérer avec ça. Puis la deuxième chose, c'est, moi je pense aux enseignants de ces établissements où il y a eu ces 179 perturbations qui, j'imagine, vont aller en cours avec encore plus de boulot au ventre, parce que quand on a, parmi les perturbations, il y a évidemment des situations qui sont des situations bêtes. On en parlait dans les Yvelines, d'un jeune qui se dit pro-Ben Laden, mais dont il est décrit par l'équipe pédagogique plus comme un agitateur que comme un radicalisé. Mais par contre, dans des établissements où ressortent des phénomènes de radicalisation, c'est pour ça que Gabriel Attal dit il n'y aura plus de pas de vague, mais en même temps, j'imagine l'angoisse de ces enseignants quand ils voient ce qui s'est passé et de se dire, dans mon établissement, j'ai un potentiel radicalisé. C'est 179 cas, mais c'est 179 cas de trop, quoi. Oui, bien sûr, mais la minute de silence n'a pas grand-chose, en fait, enfin, ne déclenche pas une radicalisation, et donc ces élèves, ils étaient déjà là avant. Moi, je voulais dire, je suis entièrement d'accord sur le fait d'accueillir la parole et les émotions. C'est d'ailleurs parmi les dispositifs qu'on proposait, il y avait ce qu'on appelle le photolangage, c'est-à-dire on montre des images qui sont des photos, des dessins, des peintures, ce qu'on veut, en parlant de la situation et en posant une question, et chacun choisit l'un ou l'autre parce qu'il représente une de ses émotions. Et effectivement, toutes les émotions sont à accueillir. Le rire, il peut aussi être un fou rire nerveux, en fait. Bien sûr. Je pense que beaucoup d'adultes ont été confrontés à cette situation-là. Donc, c'est pas forcément parlant et significatif d'un problème de respect des valeurs ou quoi que ce soit. Et par rapport à ce que vous disiez, ce qui est très, très important dans l'affaire, c'est vraiment d'être en équipe. Encore une fois, d'où l'intérêt de ce temps de lundi matin, de ne pas être seul face à la situation. Après, quand on a affaire vraiment à une radicalisation, bien sûr que ça dépasse le rôle des enseignants. En fait, je voulais juste dépasser le discours, la discussion par rapport à, si vous plaît, au simple fait de l'école, c'est-à-dire que par rapport au ministère, est-ce que les professeurs se sentent épaulés, se sentent écoutés? Est-ce qu'on l'a beaucoup vu ces derniers mois et ces dernières années, on parle de manque de considération, mais pour plein d'autres sujets de la part de l'État vis-à-vis, surtout du ministère vis-à-vis des enseignants. Est-ce que là, tout d'un coup, les laisser dans une situation comme ça en disant voilà, il y aura une minute de silence qu'on comprend tout à fait, tout à fait évidemment légitime, mais est-ce que c'est pas difficile pour eux aussi, comme le dit Guillaume, de se retrouver dans une situation où c'est très bancal? La vraie question, c'est est-ce que les enseignants aujourd'hui se sentent soutenus par le gouvernement? Non, je pense que globalement, les enseignants ne se sentent pas très soutenus par la société en général, pas plus par le gouvernement, non, mais par la société, c'est difficile aussi. On parle beaucoup de prof-bashing. Voilà, tout à l'heure, François Hollande a fait une intervention pour dire qu'il y a des enseignants qui n'enseignent pas ce qu'ils devraient enseigner. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable de tenir ce genre de propos sans les étayer aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain d'hier. Il y a quand même, il y a ce sentiment-là qui est général. C'est vrai que c'est difficile. Après, encore une fois, on est dans l'éducation, on est dans du long terme, mais il ne faut pas uniquement s'arrêter à la minute de silence d'hier et se dire qu'il faut leur donner les outils pour travailler tout au long de l'année et que les choses fassent leur chemin tout au long de l'année. Bien sûr. On va revenir évidemment sur le lien avec les parents, qui est très très important et dont vous parlez, Jacky Delannoy, parce que c'est évidemment là que ça se joue
aussi, et beaucoup d'ailleurs. Mais j'aimerais juste revenir, parce que voilà, la question du jour, c'est comment parler de ce conflit, l'objet de l'émission. La meilleure façon d'aborder le sujet, on en a parlé avec les parents, les professeurs, mais surtout, parler de ce conflit, c'est aussi parler de l'histoire, de manière générale. Alors, c'est réservé aux professeurs d'histoire-géographie, a priori, mais les faits eux-mêmes sont contestés. Alors, on ne va pas faire un cours d'histoire aujourd'hui, mais comment aussi aider la communauté éducative à replacer les choses, sur quoi se baser? Est-ce que les historiens arrivent, enfin les professeurs d'histoire, pardon, arrivent eux-mêmes à trouver un consensus sur le discours à tenir? Une réponse à ça? Je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un consensus. Il y a des travaux d'historiens qui, pour le coup, bon, là, je parle de chercheurs, d'universitaires, etc. Les enseignants d'histoire-géographie ont à cœur, en règle générale, de se tenir au courant des travaux, de lire des articles scientifiques pour voir ce qu'il en est. Et évidemment, ils préparent, probablement avec un soin très particulier, les cours qui abordent ce qu'on appelle les questions vives. Il y en a en histoire, il y en a en SVT, il y en a dans différentes disciplines, en essayant de cadrer au plus les choses et d'avoir des arguments d'ordre scientifique à donner aux élèves. Quand les enfants sont pris de panique face à des situations, et on l'a vu malheureusement, évidemment, lundi, hier et aujourd'hui, on parle de psychologues scolaires, mais on sait très bien qu'ils sont assez peu nombreux dans les établissements. Alors, est-ce qu'on prend ça en compte? Qui se charge de cette situation dans ces moments-là? Est-ce que vous avez un avis, Jackie Delannoy, sur cette question? Moi, c'est-à-dire que, c'est vrai qu'on est en manque aujourd'hui de psychologues, mais je crois que c'est surtout c'est par les parents que l'enfant on peut réagir. C'est pas forcément le psychologue. Je pense que si on explique la notion de terrorisme au niveau des familles, et si on explique par des mots appropriés aux enfants, je pense que moi, je préconise. Moi, je travaille beaucoup, surtout sur la petite enfance. Alors bon, bien sûr, c'est pas l'adolescent, mais moi, j'explique que on peut être en désaccord, que dans la vie, on n'est pas toujours d'accord avec, même avec ses parents. C'est pas pour autant qu'ils les aiment pas, mais c'est vrai que des fois, on dit non parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas en accord. Mais voilà, je veux dire que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut se disputer avec un petit copain, avec le meilleur ami. On peut, il y a des choses terribles dans la vie, mais que bon, il faut essayer de surmonter ça. Mais l'essentiel, c'est d'en parler, de dire bon, on n'est pas d'accord, mais on essaye quand même de travailler ensemble, quoi. Comment précis en fonction de l'âge de l'enfant, et aussi une parole qui se libère différemment aussi en fonction de l'âge de l'enfant? Jackie Delannoy. L'âge de l'enfant, comment? Je vous posais la question, Jackie Delannoy, s'il y a un recueillement précis, adapté en fonction de l'âge de l'enfant. Bon, parce que l'attentat, c'est une forme de, pour l'enfant, c'est une forme de guerre. C'est quelque chose. Bon, les enfants, ils aiment bien jouer à la guerre, avec des épées et tout ça. Moi, je dis, écoute, par exemple, cela t'arrive de ne pas être d'accord avec ton copain. Il veut jouer à ça et toi, tu ne veux pas jouer. Tu veux jouer à autre chose. Ce n'est pas pour ça que tu vas le tuer, que tu vas le frapper. Tu respectes son avis. Et voilà, de faire travailler le respect. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça, malheureusement. Ces gens-là sont dangereux. Bon, il faut essayer de les éviter, mais surtout, tu en parles, surtout de libérer la parole au niveau des enfants. Comment redonner confiance justement en l'établissement, en l'école, aux enfants qui craignent aussi une situation qui est difficile aujourd'hui? Penser que c'est un sanctuaire, en fait. Il me semble que déjà la communication avec les familles, pour que les enfants sentent qu'il y a un bloc des adultes, c'est très important. Donc expliquer aux parents ce qui va se faire ou ce qui a été fait dans le cadre de cette minute de silence. Et encore une fois, je suis désolée, j'insiste lourdement, mais il s'agit vraiment d'un processus au long terme. On parlait de la parole des enfants, d'apprendre les désaccords. Nous, il y a un autre dispositif qu'on recommande beaucoup, qui pouvait se faire hier, mais qui peut se faire plusieurs fois dans l'année, tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle les ateliers philo, ou nous on appelle ça au cahier pédagogique souvent le dispositif des discussions à visée démocratique et philosophique, où le principe c'est d'amener les enfants à discuter ensemble, et ça se fait en primaire comme dans le secondaire.
avec un cadre qui permet de respecter la parole, de faire en sorte que tout le monde s'exprime dans un cadre sécurisé où on ne va pas se moquer de ce que disent les uns et les autres, et où la parole circule et qui permet effectivement d'exprimer les choses, d'apprendre qu'on peut être en désaccord, de dépasser ces désaccords, parfois d'arriver à se mettre d'accord ou pas, et de continuer malgré ça. Et ça, je pense que ça peut aussi sécuriser les enfants, de savoir, de se rendre compte qu'effectivement, si on n'est pas d'accord, ça n'est pas non plus la fin du monde. Ce qu'on observe cependant, qui est à la fois un retour des profs et quelque chose que moi j'observe, parce que j'interviens dans le supérieur, dans tout un tas d'établissements, c'est qu'aujourd'hui, il y a une contestation ces dernières années qui se fait de plus en plus forte de la part des élèves. C'est-à-dire que pendant un temps, la figure professorale était quand même une figure assez respectée. On pouvait poser des questions, se permettre voilà, de questionner, d'aller plus loin. Aujourd'hui, et moi ça m'arrive, alors j'ai la chance d'intervenir parfois sur des... Enfin, je n'ai pas de thématique d'histoire, mais j'ai plus de thématiques de sociologie, des concepts. Et parfois, on présente des concepts, on présente certaines choses, et on va tout de suite avoir un mouvement de recul, de repli, de contestation, qui est parfois assez vigoureuse, où quand sont abordées les thématiques, par exemple, d'identité sexuelle au regard des réseaux sociaux, c'est quelque chose que je peux parfois enseigner, tout de suite, on sent que les gens se braquent, et depuis quelques années, on sent que les individualités des élèves ont pris un peu le dessus, mais sur tout un tas de sujets. Et je le ressens dans les pratiques que j'ai et dans les évolutions, qu'aujourd'hui, il y a une vraie défiance qui est un peu à l'image de la défiance généralisée contre les enseignants. Et c'est un retour qu'il y a de pas mal de professeurs sur tout type de sujets. Je ne parle pas que des sujets qui sont des sujets historiques, mais dès qu'on a des sujets qui peuvent entrer en conflit avec les valeurs des élèves, et derrière le mot valeur, j'entends plein de choses, que ce soit de la religion, que ce soit des valeurs d'identité, etc. D'un seul coup, plutôt que d'avoir une part de dialogue, il y a une vraie méfiance, mais c'est un peu à l'image, je pense, de notre société, c'est-à-dire on est dans une société où les extrêmes, où les tensions se sclérosent, et on le ressent en tant qu'enseignant, et on doit prendre parfois beaucoup plus de précautions quand on aborde certains sujets. Côté famille aussi, on le ressent ou pas? Du côté des familles? Cécile Blanchard et puis Jackie Delannoy ensuite. Vous voulez dire le fait... Cette méfiance, cette défiance? Moi, j'ai pas l'impression que la méfiance... En fait, on a un phénomène qui est double, c'est-à-dire que envers l'enseignant de son enfant, envers l'établissement ou l'école de son enfant, on n'a pas forcément une méfiance très importante. Il y en a évidemment, il y a des conflits, mais c'est à mon sens un peu déconnecté d'un discours global sur les enseignants qu'on pourrait entendre à côté. En fait, c'est toujours pareil. C'est quand c'est incarné dans des gens qu'on connaît, on est plus en confiance, et quand en revanche on parle d'un groupe comme ça très vaste, c'est moins... Jackie Delannoy, dernière question, parce qu'après il va falloir rendre, mais vous êtes donc administratrice de Famille de France. Que dire aux parents qui ne veulent pas parler de cette situation à leurs enfants parce qu'ils veulent les protéger? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ils ont peur d'entrer dans le vif du sujet, de dire ce qu'ils pensent réellement. Parce que depuis 3 ans, on reçoit des consignes qui nous encouragent à signaler si un élève ou son propos nous paraissent suspects. Les parents, ils ont peur aussi de parler parce qu'ils ont peur d'être jugés et ils ont peur qu'il y ait un signalement. Alors qu'en fait, on ne libère pas assez la parole parce que, voilà, c'est à double sens. C'est-à-dire qu'on voudrait libérer la parole, mais en même temps, ils ont peur de libérer la parole parce qu'ils ont peur qu'en même temps, on juge leurs propos. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau pour parler de cette situation vraiment très difficile que rencontrent évidemment bien tous les Français, mais les élèves, voilà, les enfants en particulier. Comment parler de ce conflit aujourd'hui? Merci à vous deux, Cécile Blanchard, d'avoir été avec nous. Vous êtes rédactrice en chef des cahiers pédagogiques, ainsi que Jackie Delannoy, administratrice des Familles de France. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Alors les Français sont très attachés aux jeux de société et croyez-le ou non, eh bien la France est même championne d'Europe en termes d'achat de jeux de société. En 2022, plus de 33 millions de jeux de société ont été vendus. La plupart d'entre eux ne sont pas adaptés pourtant à tous les publics. Asmodée a lancé donc l'an dernier une gamme qui s'appelle Access Plus qui propose justement des jeux pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Et je suis ravie d'en parler avec Sarah Favaron qui est
Brand Manager Access Plus, justement. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, on dit Asmodée, Asmodée? On dit Asmodée. Asmodée, voilà. Avant tout, c'est une bande de copains qui est totalement fan de jeux de société, qui a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure, de créer des jeux qui soient peut-être pensés un peu différemment. C'est ça? Exactement. À l'origine, Asmodée, c'est une vraie success story à l'américaine, comme on les connaît et comme on les adore. Trois copains qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de jeux de société disponibles en France et qu'on devait pouvoir faire mieux et offrir plus autour de ce secteur. Et donc, ils ont monté une société de distribution et d'édition de jeux de société en parallèle à l'origine. Et petit à petit, ça a été un grand succès et de nombreux collaborateurs, partenaires nous ont rejoints sur des thématiques toutes plus ou moins différentes et on est ravis l'année dernière d'avoir lancé cette gamme qui s'adresse au public avec des troubles cognitifs. Alors justement, on va parler, développer de nouvelles façons de jouer, mais aussi développer l'inclusion, un mot que l'on entend souvent. On ne sait pas toujours ce que cela veut dire. Là, on a pris de grandes marques. Déjà, Guillaume Ouattara est à blog sur le fameux Double que j'imagine beaucoup de gens connaissent, Timeline qui est en face de moi, ou Cortex. Donc, prendre des jeux phares finalement d'Asmodée et les adapter pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un trouble cognitif ? Alors, un trouble cognitif, c'est tout ce qui va toucher du coup les fonctions cognitives, donc dès qu'il y a une dégénérescence ou un trouble du développement. Et donc, on met derrière tout ce qui est donc les pathologies Alzheimer, Parkinson, perte de mémoire, d'attention, de planification, et puis troubles du neurodéveloppement, les troubles 10 au sens large, troubles du spectre autistique, TDAH. Et je sais aussi que les jeux sont utilisés dans les hôpitaux, dans les services de remédiation cognitive post-AVC. Parce que dans ce genre d'accident, c'est souvent les fonctions cognitives qui sont affectées. Donc des jeux qui étaient aussi réclamés quelque part par le personnel infirmier ou qui s'adaptent en fonction des enfants ou des personnes atteintes de ces troubles. Complètement. En fait, c'est pas une initiative qui vient de l'interne. C'est-à-dire qu'on a un département Asmodée Research qui est le département recherche et développement d'Asmodée. Et donc, on soutient des projets scientifiques autour du jeu de société. Parce qu'il existe beaucoup de recherches autour du jeu vidéo. Mais le jeu de société, c'est un petit peu le parent pauvre dans ce domaine-là. Donc, voilà, Asmodée a décidé de soutenir la recherche. Et parmi les chercheurs que nous avons accompagnés, le professeur Philippe Robert, donc professeur en psychiatrie au CHU à Nice, s'est demandé si on ne pouvait pas adapter les jeux de société pour son public à lui qui souffrait de troubles cognitifs. Et donc, nous, on était intimement persuadés que ça marcherait, mais être intimement persuadé, c'est pas une preuve scientifique, même si on aimerait bien. Donc vous êtes entouré de personnel de santé, justement, exactement, pour pouvoir mettre au point Double. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'on va retrouver, justement, de différent avec ces jeux Access Plus? Donc, Guillaume a Double dans les mains. Qu'est-ce qu'il a de plus que l'autre? Alors, les cartes sont déjà plus grandes, elles sont aussi plus épaisses et plus faciles à manipuler. On a mis par-dessus un vernis qui permet de les désinfecter avec des lingettes nettoyantes pour les collectivités. Donc ça, c'est sur l'adaptation du matériel. Donc ça permet, quand on est dyspraxique ou quand on est un petit peu vif, même si on tord, on habille un petit peu les cartes, elles reprennent leur forme d'origine. Donc on peut les plier un peu fort ou pas fort voilà, comme ça, à ce et ça va revenir, oui, sans aucun problème. Là, il ne faut pas que je plie quand même de trop. Il ne faut pas marquer le pli, mais c'est comme il veut faire le test. Voilà, et elle va retrouver sa forme sans aucun problème. D'accord. Et sur les règles, on a mis 3 niveaux de difficulté. Donc, c'est-à-dire que vous avez 4 symboles, puis 5 symboles, puis 6 symboles sur les cartes, qui permet comme ça graduellement d'abord de bien appréhender la règle du jeu et ensuite de trouver le niveau adapté à son envie du moment. D'accord. Et alors là, c'était pour Double. Si je prends Cortex, par exemple, on va travailler donc, par exemple, plus pour la mémoire. Format Double aussi. Double, c'est mémoire à court terme, attention et rapidité. Et sur Cortex, en fait, c'est une série de 8 défis différents qui chacun sollicitent des fonctions cognitives différentes, complémentaires. Donc le jeu Cortex, vous avez au dos le petit graphique qui permet de savoir quelles sont les fonctions cognitives qui sont sollicitées. Celui-ci est assez large parce qu'en fonction des défis, vous pouvez choisir le défi qui vous intéresse. D'accord. Mais alors, on va choisir des défis qui sont abordables pour tous les âges? Alors, Cortex, c'est à partir de 8 ans. D'accord. Et Timeline aussi. Et Double, c'est plutôt à partir de 6 ans. Oui, c'est plus facile. Donc, et quand vous dites, par exemple, pour post-AVC, alors malheureusement, certains enfants en font, mais c'est quelque chose qui arrive en général un peu plus tard. Est-ce que vous dites à partir de 8 ans, mais finalement, c'est adapté aussi pour des personnes qui peuvent avoir 40, 50, 70 ans. On joue de manière différente. Le personnel de santé s'adapte aussi en fonction? Oui, tout à fait. Mais vraiment, ce qu'on a voulu quand on a adapté les jeux, c'est gommer tout ce qui mettait ces publics-là en difficulté. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est des jeux qui sont très transgénérationnels, qui permettent de créer du lien avec ces
grands-parents, avec ses parents, etc., avec ses frères et sœurs, avec ses amis. Et finalement, on se retrouve à tous jouer de la même façon parce qu'on n'est plus mis en difficulté, quelle que soit sa capacité face à ce jeu-là. Est-ce qu'il y a un lien numérique aussi avec les jeux de société ou ce n'est que des jeux qu'on prend dans les mains et auxquels on joue Ah, digital. Oui, pardon, digital. Non, pas de souci. Alors le jeu, pour l'instant, la gamme Access Plus est vraiment en physique exclusivement. L'intérêt pour nous, c'est de regrouper les gens ensemble autour de la table, de créer du lien. C'est aussi un des points forts du jeu de société. Et oui, c'est ça, c'est l'interaction sociale, je voulais y venir. Effectivement, le jeu de société, en fait, nourrissent, là, en tout cas, crée de l'interaction entre les gens. C'est très c'est nécessaire, j'imagine, pour tout, et en particulier pour ceux atteints de troubles cognitifs. Tout à fait. En fait, ce qui est formidable avec les jeux de société, c'est qu'ils sollicitent les fonctions cognitives et en même temps, ils créent du lien social avec les gens qui sont autour de la table. Donc, finalement, ces publics que l'on vise, c'est presque ceux qui pourraient trouver le plus de bénéfices au fait de jouer aux jeux de société et c'est ceux à qui les jeux n'étaient pas accessibles. Et c'est là-dessus, du coup, qu'on a voulu combler ce manque-là. Guillaume ? Combien ça coûte ces jeux? Est-ce que c'est plus cher, le même prix, moins cher que les jeux dits grand public? Alors, ceux-là sont un petit peu plus chers. Le prix de vente conseillé, parce que chaque boutique fait ce qu'elle veut, mais le prix de vente conseillé, c'est 25,90 €. D'accord. C'est un peu plus cher que les jeux classiques. Après, forcément, les cartes sont plus grandes, c'est plus épaisse, c'est plus de matériel. Matière première, du vernis, donc tout ça, c'est un Tout à coût, fait. quoi. Après, les jeux sont produits en France. C'était important pour nous d'aller au bout d'une démarche finalement qui se veut respectueuse de tout et de tout le monde. Et on fait très peu de... Enfin, les bénéfices que l'on peut faire sur cette gamme-là sont reversés à une association qui s'appelle l'UNAFAM en France, qui est une association qui aide les aidants, donc les personnes qui ont à charge un proche qui a un trouble cognitif. Alors, on a parlé de vecteur social, évidemment. Je vous remercie. Je verrai après pourquoi vous me donnez ça. Un objet culturel, bien sûr, et surtout un support éducatif pour ces cartes-là. De quelle manière, effectivement, en jouant à Double, Timeline ou Cortex ou d'autres jeux d'Asmodée, on va pouvoir s'éduquer? Alors, l'apprentissage à travers le jeu de société, c'est une vraie bonne question que nous creusons de plus en plus chaque jour. Les jeux de société apportent de manière, j'allais dire, très évidente et très immédiate ce qu'on appelle les soft skills, donc qui sont les compétences transversales. C'est pas vraiment du psychosocial. Voilà. Ouais. C'est pas du savoir académique qu'on va avoir avec un double ou avec un jeu de société. Bien que Timeline, quand même, sollicitant les événements de l'histoire, on peut l'associer à du savoir académique. Mais ce qu'on va apprendre, c'est travailler en équipe sur les jeux coopératifs. Ce qu'on va apprendre, c'est comprendre une règle du jeu, attendre son tour, réguler ses émotions et puis respecter les règles et apprendre à perdre, ça fait aussi partie des choses. Donc voilà, c'est plutôt du savoir-être et du savoir-être avec les autres en société. C'est le chat, si vous me demandez ce qu'on a. Voilà. On a eu de même, c'est le chat. Et moi, j'ai le... là, voilà. Je disais un support culturel parce que c'est aussi une façon... là, je vois par exemple Timeline et on voit Cléopâtre qui apparaît. Est-ce que c'est une façon aussi de parler de l'histoire peut-être et de parler de grands moments et de monuments, par exemple, oui, français et internationaux, du coup? Complètement. Timeline, l'idée sont des événements historiques qu'on doit remettre dans l'ordre chronologique. Donc voilà. Mais dans Double, il y a aussi du vocabulaire sur le vocabulaire de la vie quotidienne. L'idée, c'est de regarder ensemble ce que c'est, donner les mots, les couleurs, etc. Voilà. Dans Cortex, il y a un peu de mathématiques. Enfin, il faut compter, il faut reconnaître, etc. Donc oui, il y a comme ça des... Est-ce que vous savez, par exemple, quand est-ce qu'a été inventé le premier ordinateur portable? Le premier ordinateur portable, alors j'y étais. Vous êtes de quand? C'était du Dell, c'était 1981. Il est fort. Vous avez regardé? Non, c'est vraiment 1981. Il est vraiment fort. Bon, en tout cas, c'est ce qui est affiché sur Timeline. Donc, c'est qu'il est vraiment bon. Vous êtes né en quelle année? 96. Ah, d'accord. Ben voilà. Bon, d'accord. Donc, moi, j'étais née, effectivement, quand l'ordinateur était déjà là. Le premier croissant, en revanche, je n'étais pas née. Une date? 1500 quelque chose. Vous l'avez la date ou pas? Bon, moi non plus je l'ai pas, j'avoue, j'ai regardé sur internet. Ah, on n'a pas la date? C'est entre les deux, mais forcément on doit l'avoir en jouant à Timeline. C'est une façon effectivement de se cultiver et de s'amuser, c'est toujours la même idée, de s'amuser et de pouvoir parler avec ceux qui nous entourent. Je le disais donc culturel, invention du champagne, et là évidemment... Ah, ça c'est très important, quelle année? Ça je le note. Donc à boire avec modération. Évidemment. C'est pas Donnez-moi une date. Oh là là, mais champagne, 1200, 1100. Un peu plus tard, 1400. 1664. Et comment ils faisaient avant?
Et comment ils faisaient avant, je ne sais pas. Mais Écoutez, ils avaient du vin, parce que ça, Ah oui. ça fait longtemps qu'on en l'a. tout cas, plein de cartes, effectivement, et de dates et que vous devez replacer. Donc, ce sont des jeux qui sont malins, qui permettent effectivement d'apprendre, de socialiser, de s'éduquer et puis de travailler sur tout le plan, effectivement, de l'amélioration des soft skills, voilà, des compétences psychosociales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sarah Favaron. Vous êtes brand manager Access Plus. Et donc, écoutez, longue vie à tous ces jeux qui marchent déjà très bien, plus tous les autres, puisqu'il y en a d'autres à venir, j'imagine. Bien sûr. Merci. Merci à vous. C'est à vous, chronique de Guillaume Ouattara, la chronique vue à l'étranger. Aux jeux sur portable. Ah ben voilà, comme quoi il y a une continuité dans cette émission. Pour votre chronique, Guillaume, vous avez décidé de nous alerter sur une dérive pointée du doigt par une enquête québécoise. Des dizaines de jeux de mobiles gratuits très populaires initient les enfants à l'univers des jeux de hasard. Donc ça veut dire des jeux d'argent, c'est ça? Avant même leur entrée à l'école. Eh bien oui, imaginez Virginie, vous laissez votre téléphone portable à votre enfant, vous lui installez une application qui, sur les Google Play, sur les Apple Store, est affichée 4 ans et plus, 6 ans et plus, à partir de 10 ans. Eh bien vous êtes naïve, et si vous le faites, vous êtes naïf, puisque des chercheuses en l'occurrence de l'UQAM, l'Université de Montréal, ont analysé 249 jeux mobiles gratuits pour les enfants et elles ont fait des révélations qui font vraiment froid dans le dos. Après cette chronique, vous n'allez plus vouloir laisser vos téléphones mobiles à vos enfants. Ce qui ressort d'abord, c'est que la frontière entre ces jeux pour enfants et les jeux de hasard et d'argent est très mince. Parce que ce soit les jeux pour adultes ou les jeux pour enfants, mettent en place un concept, le design persuasif. Comment se définit le design persuasif? C'est un ensemble de techniques qui visent à influencer de manière directe les comportements des individus. De nombreux jeux font appel à ces techniques afin d'attirer des nouvelles personnes joueuses, les garder connectées le plus longtemps possible et les encourager aux micro-transactions. En clair, les applications de jeux pour enfants, selon ces chercheuses de l'Université de Montréal, sont conçues pour les rendre addicts, c'est-à-dire pour leur donner envie de se connecter tous les jours. Comment, par exemple? Pour s'ancrer solidement dans les pensées et habitudes des enfants, quantité de jeux récompenser le simple geste de se connecter. Donc vous donnez le jeu à l'enfant, s'il se connecte tous les jours, il reçoit un petit bonus, une papillote. Vous savez, c'est toujours très ludique, une petite papillote. Mais de manière insidieuse, on lui a mis en tête qu'il fallait qu'il se connecte tous les jours. Alors les chercheuses, elles ont fait un travail qui est passionnant d'analyse. Elles sont allées à la rencontre de familles et elles expliquent par exemple que de nombreux enfants font des crises de nerfs quand ils ne peuvent pas se connecter. Et ça n'est pas par hasard, ça n'est pas parce que l'enfant est en train de faire un caprice, c'est tout simplement parce que les concepteurs de ces applications, bien souvent des applications chinoises, il faut le dire, sont en train de faire en sorte de rendre vos enfants dépendants. Oh là là. Alors donc il y a un autre effet aussi qui est pointé du doigt par l'enquête, c'est les mécaniques de gambling mises en œuvre par de nombreux jeux. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, les mécanismes de gambling, c'est ce qu'on a dans les jeux de hasard, les tickets à gratter. Vous savez, quand vous allez dans un casino par exemple, ça c'est pour les adultes, vous devez avoir plus de 18 ans, vous arrivez, c'est tout de suite un univers pop, coloré, musical, sonore. Vous le faites très bien. Je le fais bien. J'y suis allé peu de fois dans les casinos parce que je perds toujours mon argent. Évidemment, à risque, si vous avez des problèmes de dépendance au jeu, faites attention à vous. Eh bien, ces mécanismes-là sont en place dans une application sur 5, avec des sons tonitruants, l'image des casinos, les roulettes chanceuses, les machines à sous, les cartes à gratter, sans oublier les coffres avec des contenus mystères. Ce qu'il y a d'inquiétant et ce qui est pointé du doigt, c'est que non seulement c'est un univers qui va donner envie, et c'est ce qu'ils expliquent, exposer un enfant au symbole du gambling est un grand manque d'éthique de l'industrie, ça risque de créer une habitude et une envie. Le jour où le jeune obtiendra sa propre carte de crédit, ça peut faciliter le pas vers PokerStar par exemple. Donc déjà, ça leur crée dès le plus jeune âge une habitude à toutes ces plateformes où on va... Une addiction donc. Une addiction, où on va pouvoir faire, ce qu'ils font qu'ils mettront leur propre argent. Mais en plus, il y a des jeunes qui prennent la carte bleue des parents et qui payent puisqu'il y a un certain nombre de micro-paiements pour débloquer une vie, pour avoir un boost, quelque chose, 99 centimes, plus 99 centimes, plus 99 centimes, parfois, c'est des additions qui sont très salées. D'autre part, sur les 249 applications qui ont été analysées, la plupart sont contenues de manière à influencer profondément les pensées et les émotions des jeunes joueurs, avec l'idée de faire générer l'envie de gagner, de compléter des collections, de revenir fréquemment. Bref, on utilise ces applications pour développer des troubles du comportement chez les plus jeunes. Le jeune n'est pas en train de jouer, il est en train de
s'intoxiquer. Bon, en gros, il faut être hyper vigilant sur ces applications, Guillaume. Oui, ce qui ressort vraiment de cette enquête qui est très intéressante, doublée par un site internet, c'est que tout, de la mécanique de jeu, du graphisme, du design, de même ce qu'on y fait, est fait pour rendre les enfants complètement débiles et complètement accros. Pire, et j'en parlais il y a quelques instants, beaucoup de ces applications proposent des microtransactions et certains parents se sont retrouvés avec des notes très salées jusqu'à 3000 $. Il y a même un enfant qui s'est retrouvé, nous racontons, à l'hôpital au bord d'une psychose induite par le manque de sommeil. Il jouait et n'arrivait plus à répondre à ses besoins de base parce que 15 minutes de douche, c'était 15 minutes perdues. Il était certain que le jeu allait payer et avait peur de rater le moment. Disons-le, l'esprit des jeunes est en cours de formation. Leur donner tous ces shoots de sérotonine, de dopamine dès le plus jeune âge, c'est criminel. Alors en France, un projet de loi est actuellement en cours d'examen pour encadrer les jeux à objets numériques monétisables. Les JONUM, ils se discutent en ce moment même. Ce projet à l'Assemblée nationale, déjà ratifié un petit peu par le Sénat. Au programme, c'est très simple, les casinos en ligne restent complètement illégaux en France, mais vous le savez très bien, Virginie, je sais que vous jouez beaucoup aux casinos en ligne. À l'international, il y a des plateformes qui sont disponibles. Vous imaginez d'un seul coup en train de jouer avec des lunettes le soir comme ça, on le sait. Pourquoi des lunettes tout d'un coup? Des lunettes noires comme ça, un peu dans une ambiance sombre de nuit. Il faut aussi, et ça c'est dans le projet de loi, vérifier l'âge des utilisateurs au moment de l'accès au jeu sous peine de sanction, et puis des mécanismes pour éviter justement l'accès des mineurs. Voilà, un projet de loi qui fait controverse. Les filles trouvent que il va pas assez loin ce projet de loi et que le gouvernement est trop en empathie, en sympathie avec certains acteurs de jeu. Mais s'il y a une dernière leçon qu'il faut retenir de tout ce que j'ai pu dire, de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, c'est de supprimer les accès aux jeux chez les plus jeunes. Mais je veux pas donner de nom parce que je veux pas me faire d'ennemis. Vous savez, les jeux, même les jeux de bubble, la broom, on joue, etc. Ça rend complètement dépendant, effectivement, et ça crée des énormes angoisses chez les plus jeunes. On en a parlé plusieurs fois ici sur ce plateau, et on refera une émission spéciale sur ce sujet. Et vous serez là, évidemment, Guillaume, pour en parler. Sur ce, moi, j'ai juste ma partie de Candy Crush à terminer. Merci beaucoup. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invité est le tout premier candidat de The Voice France, c'est Flo Mallet. T'étais quel genre d'élève? J'étais un élève, j'étais bon élève. J'étudiais pas beaucoup, mais ça rentrait. J'étais concentré en cours. Donc, soyez concentré en cours, ça peut aider. Tu veux dire que tu travaillais pas en dehors des cours, mais quand tu étais en cours, tu étais attentif et du coup, c'était ce qui était le plus efficace. Voilà. L'essentiel de l'apprentissage se faisait à ce moment-là. Ouais. Et punchliner aussi. Punchliner, j'aimais bien taquiner les profs et les autres élèves. Ouais. Et je pense que du coup, ça m'aidait aussi à retenir les cours parce que j'essayais de me rappeler des conneries que j'avais pu dire pendant le cours. D'accord, c'était un très bon moyen mémotechnique d'apprentissage. Vraiment, merci beaucoup pour ce tips. Pas de problème. N'hésitez pas à écouter et à dire des conneries en cours, ça peut aider. Attends, quelle connerie j'ai dit là? Ok, c'est bon. Donc, t'avais des bonnes notes? Ouais, j'avais des bonnes notes. Je suis sorti major de promo au bac et tout. Ah oui? Parce que je suis arrivé dans un nouveau collège quand j'avais 13 ans, et que ça a été très très compliqué l'intégration. Du coup, ça m'a donné un petit peu une rage de réussir, de leur montrer que c'était moi le meilleur. Et du coup, je suis sorti major de promo, mention bien au bac, ES. Voilà. Et après, tu fais des études? Après, je fais des études, ouais. J'ai un master en management. D'accord. Et j'avais pas du tout envie de faire ça. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que mes parents ont voulu que j'étudie, donc... j'ai écouté là, la voix ça y est, t'écoutais quand même ta maman finalement. J'ai fini par écouter ma maman jusqu'à 23, 24 ans et après j'ai fait bon, je vais faire ce que je veux maintenant. Et à l'époque, quand t'es au lycée, que t'es bon élève, tu rêves de faire quoi comme métier? À l'époque, je rêve de chanter en fait déjà. J'avais participé la même année que d'ailleurs Slimane, Annabelle. On s'est rencontrés là-bas d'ailleurs à la Nouvelle Star. D'accord. Okay. On était jeunes, hein. Je parle de ça, on était minots, je vais avoir 17 ans je pense. Okay. Tu vois. Et ouais, c'est l'année où je passe le bac. Tu passes pas les castings à ce moment-là? Je passe les castings, je vais pour aller au théâtre et là je leur dis, je suis désolé, on va s'arrêter là. C'est toi qui arrêtes? Ouais, parce que je dois passer mon bac et qu'il faut absolument que j'obtienne mon bac. Voilà, c'est primordial. Je préfère. Est-ce que tu regrettes de ne pas y être allé à ce moment-là? Alors à ce moment-là, je regrette pas. Je me dis vraiment la bonne décision, c'est de passer le bac. Après, maintenant, avec le recul, je me dis que peut-être j'aurais dû essayer d'aller plus loin et que vu que j'étais jeune et que j'avais une voix vraiment atypique par rapport à mon physique squelettique,
d'enfant, quoi, presque, qui devient adulte, c'est sûr qu'il y avait un décalage. Donc ça aurait pu être intéressant télévisuellement, peut-être lancer une carrière, je sais pas, mais bon, faut pas vivre sur des regrets. Donc. Mais tu te dis, je vais le faire, et puis tu réalises, alors que tu le sais déjà avant de te présenter, que tu vas passer le bac. Mais ouais, en fait, ça veut dire que tu n'y croyais pas. Oui. Non, je me testais en fait. Je voulais voir ce que je donnais devant des professionnels et avoir leur avis, tu vois. C'était vraiment naïf en fait comme et ça démarche. T'a conforté dans le fait que c'était le métier que tu devais faire? Ouais. Je me suis dit, ok, potentiellement, ça peut être cool. Mais t'es arrivé du coup, après, quand tu prends la décision de pas continuer, à bien réviser ton bac et tout ça? Ouais. Ouais, je me rappelle qu'il y a eu un examen de philo le jeudi d'après, j'avais bien révisé, j'avais la meilleure note de la classe et j'étais dégoûté alors que j'avais pas assisté au cours. Et donc du coup, pour toi, c'est des bons souvenirs, aussi cette scolarité. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? Bien sûr. J'ai des amis d'enfance, encore j'ai échangé avec eux cette semaine. On s'est rencontrés, on avait 13 ans et puis... Tu les vois encore? Bien sûr. J'ai marié un d'entre eux il n'y a pas longtemps, là. D'accord. Et on s'appelle toutes les semaines, en fait. Ah oui, donc c'est vraiment... t'es fidèle, les amis qui étaient là durant l'enfance. Ouais. C'est une vingtaine d'années, du coup. Maintenant. Ouais. Est-ce que tu avais un prof préféré ou un prof qui t'a marqué? J'avais une prof de philo. Terminale, alors? En terminale, ouais. Qu'est-ce qu'elle avait? On était un peu tous amoureux d'elle, quoi. Ouais, j'ai vu les cœurs dans les yeux, là. J'avais une prof de philo. C'était incroyable. C'était incroyable. Elle était belle, pimpante, intelligente. Donc, voilà. Et t'étais fort en philo, en plus? J'étais pas très fort en philo, non. Non? C'était un peu trop... J'étais pas très fort, non, en philo. C'est trop conceptuel à l'époque, pour moi. Est-ce que tu as un souvenir particulier, une anecdote qui te revient de ces années, collège, lycée, ou même primaire? Alors là, attends, il faut que je réfléchisse parce que j'en ai donné une tout à l'heure, mais Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens d'un rêve quand j'étais à l'école primaire. Mais je pense que c'est un rêve qu'on a beaucoup fait, mais tu sais, ce rêve... Donc c'est pas en classe, c'est un rêve? Ouais, c'est un rêve. Après, je peux te donner une anecdote en classe. Attends, qu'est-ce que j'avais en anecdote? Non, mais dis-moi ton rêve. Mais tu sais, ce fameux rêve où t'arrives, t'es bien et tout, tu parles avec les autres jusqu'à ce qu'ils te disent « Mais pourquoi t'es venu en slip ?» Alors, excuse-moi, j'ai jamais fait ce rêve. Mais sérieux? Moi, c'était ma hantise d'arriver nu à l'école, tu vois. Pas nu, en slip. Ouais, ou en slip, tu vois, mais horrible, tu vois. Et genre, ça m'a hanté pendant quelques années. T'as cherché la signification de ce rêve? Non, j'ai pas cherché, mais il faudrait que j'aille chercher, ouais. De ouf. Et là, maintenant, je travaille dans un cabaret, tu vois, donc... T'es tout le temps tout nu. Voilà, je suis souvent nu, ouais. Il y avait un truc avec la nudité, en fait. Ouais. Ça va mieux, voilà. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Flo Mallet pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, merci Flo. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Parler de la guerre aux enfants, c'est aussi rappeler que les enfants sont victimes directes des guerres. Alors les enfants sont victimes directes des guerres, ne serait-ce que dans la problématique de, avec les parents, est-ce qu'on reste dans le pays? La problématique s'est posée en Ukraine, ou est-ce qu'on sort du pays? Si on sort du pays, on s'abstrait de sa vie d'avant, on laisse sa maison et peut-être on la retrouvera pas. On va dans un pays étranger où on va être peut-être scolarisé, mais pas sûr. Si on reste sur place, c'est évidemment jamais facile. Et sur place, on risque on risque la de pénurie, mourir. la maladie, la mort. Exactement. On risque d'être déplacé. On risque aussi de devenir enfant soldat, ce qui s'est passé beaucoup en Afrique. Et donc, cette problématique, elle est écrasante et elle coupe l'enfant en deux. L'enfant soldat est toxicomane d'ailleurs parce que très souvent, on n'envoie pas un enfant de 12 ans, ne s'envoie pas lui-même de gaieté de cœur avec un fusil pour tuer d'autres gens, et souvent ils prennent des trucs. Et oui, voilà. On a tué ses parents, on lui a mis une arme, on l'a drogué et on lui a dit vas-y, sinon tu meurs. Mehdi, comment on passe d'un bac pro production imprimée à un master en relations internationales au Royaume-Uni? C'est une question assez difficile. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, je pense, sur ce parcours. Donc, on passe pas en fait directement d'un bac pro à un master au Royaume-Uni. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes.
Il y a beaucoup d'étapes qui nous apprennent petit à petit qu'on peut avoir confiance en soi. Je pense que c'est un peu ça le problème. C'est qu'on ne se voit pas en sortant de bac pro avoir un master au Royaume-Uni, mais petit à petit, on se voit réussir le bac pro. Après, on se voit avoir quelques bonnes notes à la fac, par exemple, et on voit que ça devient possible. Et chaque étape est après moins loin que la dernière. Et au final, on peut arriver jusqu'au master du Royaume-Uni. Mais entre les deux, il y a un millier d'étapes, en fait. C'est pour ça que si on pense juste au bac pro et juste au master, ça a l'air impressionnant, mais il y a beaucoup d'étapes entre les deux. Comment des technologies comme la réalité virtuelle ou augmentée donnent-elles vie quelque part à des concepts parfois complexes, aussi abstraits pour certains de vos élèves, aident aussi à la mise en situation de certains d'entre eux, des collaborateurs que vous formez? Donc nous, on va vraiment se mettre en situation, donc permettre à l'apprenant de vivre des situations réelles. Donc on va filmer à 360 degrés, par exemple, dans la peau d'un manager qui doit gérer un conflit ouvert entre deux salariés. Et donc là, vous allez devoir faire des choix, vu les conséquences de ces choix. Donc c'est vraiment une expérience d'apprentissage. Et tout ça, ça se fait avec cet objet que vous nous avez ramené, qui est un casque de réalité virtuelle. C'est ça, exactement. Donc vous allez être plongé à 360 degrés. Donc là, par exemple, je peux le mettre. Et vous allez être plongé dans un environnement. Et grâce à votre manette, vous allez pouvoir faire des choix et vivre les conséquences de ces choix. On peut aussi, au-delà de la cour de récré, se poser la question de la guerre et de la paix. C'est-à-dire ne pas recevoir les images qui arrivent par les réseaux sociaux ou par la télévision, mais se poser des questions, interroger ses parents, interroger ses professeurs, qui ont une possibilité de remettre dans un contexte, parce que tout ça n'arrive jamais par hasard, il y a toujours une histoire derrière, les conflits qui se sont créés, ils se sont enchaînés avec tout un processus, et quand ça arrive au conflit, il y a toujours une histoire. Et c'est très important. Oui. Expliquer ne veut pas dire excuser, expliquer veut dire qu'on essaye de comprendre. Aline Mousset, est-ce que c'est en train de changer effectivement la vision qu'on a, nous en France, effectivement, de ces filières technologiques ou professionnelles, ou est-ce que ça change trop doucement? C'est une question un petit peu difficile. J'ai l'impression qu'effectivement les choses changent tout de même. En tout cas, dans le monde professionnel, on apprécie de plus en plus des profils diversifiés et notamment des profils qui viennent à la base de bac pro ou de bac techno. Parce que généralement, ça révèle aussi d'autres compétences. Déjà, il y a une vision professionnelle que certains élèves ont, que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est vraiment valorisé, j'ai l'impression, sur le marché du travail. Et puis, quand on a aussi un élève qui vient de bac professionnel ou de bac techno et qui réussit comme ça à finalement faire de brillantes études et à réussir une belle carrière professionnelle, ça démontre un savoir-être qui est particulièrement intéressant pour le monde du travail, parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui sont capables de se dépasser, d'aller au bout des choses et qui sont aussi ouverts, voilà, qui sont aussi ouverts à d'autres choses. Et ça, je pense que c'est primordial. Face à la diversité des opportunités pédagogiques qui sont offertes justement par toutes les nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui, quelles sont les raisons qui vous poussent particulièrement à utiliser celle-ci, la réalité virtuelle? Déjà, vous allez avoir 100% d'attention. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de tous mes camarades de School TV. On est nombreux sur cette chaîne. Aujourd'hui, je remercie à la réalisation Angèle Jean-Girard, au son c'est Thibaut Goury-Lafont, maquillage Laure Eudemont et Emma Ferret et Laura Girard, à la rédaction Guillaume Ouattara, bien sûr, évidemment aujourd'hui avec nous. Vous revenez quand, Guillaume? Je reviens demain si je me réveille puisque j'ai ma partie de Candy Crush. Évidemment, arrêtez de parler de ce jeu-là, sinon il faut parler de tous les autres. Vous savez qu'on va se faire taper, voilà, on va se faire taper sur les doigts. Poker. Voilà, c'est bon, on est bon, on a fait les trois. Merci beaucoup, très belle soirée à tous et attention au jeu.